Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire de Cymatic d'aujourd'hui. Nous sommes donc à Rennes, dans l'ouest de la France, dans notre showroom IDECREA, qui est donc notre partenaire Cymatic sur Rennes. Et donc nous serons deux à co-animer ce webinaire. Donc moi-même, je suis Raphaël Coulon, je suis la directrice des ventes de Cymatic pour la France. Et nous sommes invités dans le très beau showroom de José Flores, donc notre partenaire Cymatic à Rennes, avenue Janvier, et qui est donc sous le nom de IDECREA, puisqu'il partage et il propose des services d'aménagement intérieur et d'architecture d'intérieur, qui inclut bien sûr la cuisine. Alors aujourd'hui, donc bonjour José, bienvenue, et puis nous allons effectivement organiser tout ça ensemble. Bonjour Raphaël. Donc, le sujet de ce webinaire, ce que nous aimerions partager avec vous, et bien sûr, écouter vos questions à la fin de ce webinaire et y répondre si nous le pouvons. Le sujet est donc les cuisines à vivre et les grandes tendances design de 2021 autour de l'aménagement de la cuisine. Donc, quand on appelle cuisine à vivre, effectivement, c'est une dénomination qui a pris de plus en plus de place dans la façon d'exprimer les cuisines d'aujourd'hui. C'est une extension de définition qui est très parlante puisque elle est d'autant plus vraie depuis un peu plus d'un an maintenant, où nous avons passé plus de temps qu'auparavant dans nos maisons. Nous avons cuisiné, nous avons expérimenté dans nos cuisines avec intensité, grand plaisir, et au fur et à mesure du temps, au fil des nouvelles organisations qui ont dû se mettre en place, qui vont du travail à domicile ponctuel ou plus régulier, ou également des alternances de garde d'enfants avec les rythmes scolaires voilà, un petit peu compliqués que nous connaissons encore aujourd'hui. Et il y a donc eu une émergence de nouvelles habitudes, en tout cas qui ont été mises en place, et des nouveaux du coup, besoins d'aménagement qui ont vu le jour, et dont on va effectivement parler aujourd'hui aussi, puisque ça prend forme dans les tendances d'aménagement intérieur aujourd'hui, ça vient faire ressortir de nouveaux besoins. Donc effectivement, la cuisine est d'autant plus au cœur du foyer et elle est la plupart du temps ouverte sur nos pièces à vivre. Et donc nous vivons effectivement très intensément dans nos cuisines et de plus en plus fréquemment. Alors effectivement, l'importance de la cuisine, aujourd'hui, elle génère une réflexion plus profonde que le simple remplacement de caissons de cuisine, de rangement dans l'espace qui est mis à disposition. C'est vraiment un aménagement complet qui mérite l'étude d'un architecte d'intérieur. Et c'est aussi la raison pour laquelle les marques de cuisine haut de gamme font appel aux architectes d'intérieur qui travaillent dans les showrooms des marques, en conséquence, comme celle de Cymatic. Donc il y a effectivement plusieurs organisations spatiales qui sont possibles pour une cuisine, mais la première question qu'on se pose quand on commence un projet, une des premières questions, c'est est-ce qu'on va faire une cuisine ouverte ou pas? Et effectivement, la cuisine, elle reste quand même encore majoritairement ouverte sur nos intérieurs, sur les pièces à vivre. En tout cas, c'est quand même une tendance qui reste extrêmement forte. Et José va pouvoir confirmer cette tendance puisqu'il est au quotidien aux côtés des clients et prospects qui travaillent ce genre d'aménagement. Oui, tout à fait. En fait, ces cuisines, enfin, tous les jours, on se rend compte que plus de 80% de ce que l'on voit au niveau des dossiers sont des cuisines ouvertes. Alors la question, c'est de se demander pourquoi. Quand on demande à nos clients, mais pourquoi avez-vous fait un agrandissement avec cette pièce ouverte? Pourquoi avez-vous construit une maison avec cette pièce ouverte? Les trois quarts des réponses sont identiques. C'est en fait, cette cuisine n'est plus une pièce technique, mais une pièce à vivre. Ce qui veut dire que elle est liée, totalement liée au salon qui est à côté, au séjour qui est à côté. En fait, ils veulent la rendre en pièce à vivre. Alors, comme je disais Raphaël ce matin, oui, de temps en temps, nous rencontrons euh, des pièces fermées, hein, comme on voyait il y a quelques années, mais ce ne sont plus du tout les mêmes pièces. Ces pièces fermées font entre 20 et 35 mètres carrés. Donc, on retrouve toujours ce principe
2 pièces à vivre. On se retrouve avec les amis, on se retrouve avec les enfants le soir après une journée très speed. En fait, c'est un endroit où on va se retrouver, pouvoir discuter et surtout pouvoir se poser. Donc oui, Raphaël, les pièces cuisine sont devenues des pièces ouvertes, des pièces cuisine, des pièces ouvertes parce que on veut que ce soit des pièces à vivre essentiellement. Tout à fait. Et effectivement, dans le cadre de la cuisine ouverte, ou alors de très grandes pièces qui sont voilà, appelées cuisine, mais qui vont englober d'autres pièces de mobilier ou d'autres fonctions qui, du coup, s'apparentent à une cuisine ouverte, il y a un point central qui reste quand même la base du rêve de la cuisine, c'est l'îlot. Donc l'îlot, ça reste quand même un point incontournable dans les tendances actuelles, hein, qui n'est pas nouvelle, mais qui reste vraiment essentielle. Et effectivement, c'est souvent, la cuisine est construite autour d'un îlot quand on peut le positionner, bien entendu, et qu'on peut circuler autour et que ça va valoriser l'espace. Donc autour de cet îlot, il y a la plupart du temps, ce qu'on voit quand même comme tendance confirmée, c'est de moins en moins de meubles muraux indépendants, donc de meubles hauts qui sont accrochés au mur. La plupart du temps, quand on peut avoir un îlot, on a comme José va nous montrer dans quelques instants, un mural à l'arrière de l'îlot ou en perpendiculaire qui intègre des armoires plutôt hautes et qui vont intégrer tout un linéaire et dans lequel vont être tout à la fois le rangement des objets de la vaisselle, etc., mais également une partie de l'électroménager qui peut être plus ou moins caché, plus ou moins intégré dans ces grandes armoires. Ou alors, on peut avoir effectivement un îlot et également en parallèle, derrière, un linéaire de meubles bas avec un agencement plutôt libre, plutôt ouvert, de type étagère murale, qui vont venir jouer un peu de ligne architecturale contre le mur. José, est-ce que tu peux nous confirmer ou nous donner quelques autres aménagements phares ou organisation de l'espace autour de la cuisine au niveau de la répartition des meubles? Alors oui, on part beaucoup dans les pièces, mais justement, ce sont les pièces ouvertes qui nous permettent ce genre de choses. Les pièces ouvertes nous donnent plus d'espace, donc ça nous permet aussi d'y intégrer des îlots. Hein, comme tu disais tout à l'heure, ces îlots, ils nous permettent quoi? Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. Ces îlots vont nous permettre de nous retrouver tout autour de ces plans de travail. C'est-à-dire qu'on peut en fait commencer à cuisiner dans un espace, et puis de l'autre côté ou en face, on peut retrouver nos enfants ou des amis qui peuvent nous aider et qui peuvent discuter avec nous. Donc on retrouve toujours le principe de cet espace de vie. L'îlot aussi va être intéressant, comme tu le disais, parce que ça va nous permettre de générer beaucoup de rangements à l'intérieur. Et beaucoup de rangements, vous allez me dire, ça va être du rangement bas. Oui, du rangement bas, mais du rangement qui va être entièrement coulissant. Ce ne sont que des tiroirs que nous mettrons en bas. Et c'est ça qui va nous permettre, c'est ce genre de choses qui va nous permettre d'éviter de prévoir des meubles hauts dans la cuisine. Ces meubles hauts qui sont rarement pratiques, rarement accessibles. Sur la première étagère, oui, sur la deuxième peut-être, sur la troisième, pas du tout. Alors que tous ces meubles bas vont nous permettre d'avoir un accès à 100% du rangement. Donc des meubles bas que l'on détaillera tout à l'heure, mais que l'on peut avoir dans des profondeurs standards, des profondeurs de 60 que tout le monde connaît, mais on va pouvoir, chez certains fabricants, les avoir dans des profondeurs plus importantes, des profondeurs de 65 cm, des profondeurs de 71 cm. Je ne parle que du caisson, sans compter l'épaisseur de la porte. Donc en fait, nous allons pouvoir ranger beaucoup plus de choses à l'intérieur. Et comme c'est coulissant, comme ces meubles viennent vers nous, eh bien nous allons pouvoir avoir un accès très pratique, bien plus pratique que dans un meuble haut. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, comme tu disais, Raphaël, ce sont les armoires, comme celles qui sont derrière moi. Donc vous allez avoir des armoires techniques où l'on va pouvoir intégrer des réfrigérateurs à l'intérieur, alors plus ou moins larges, hein, en fonction de ce que vous attendez et de la famille que vous êtes. Vous pourrez avoir des réfrigérateurs classiques, que l'on connaît tous, de 60 cm, totalement intégrés. Vous pourrez aussi avoir des réfrigérateurs qui vont faire 76, 80, 90 cm, mais on les détaillera plus tard. Mais ça aussi, vous allez pouvoir l'adapter dans votre cuisine. Mais vous allez pouvoir aussi avoir des armoires dans lesquelles on va y ranger de l'alimentaire, de la vaisselle. Pourquoi de la vaisselle? Parce qu'on va pouvoir y intégrer aussi des tiroirs encore à l'intérieur. Et vous allez pouvoir avoir des bols, des tasses, des verres, des assiettes qui vont être devant vous. Vous ne lèverez pas les bas, vous ne vous baisserez pas,
tout sera devant vous. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment de la fonctionnalité. Donc oui, oui, les techniques de rangement ont évolué durant ces dernières années. Très bien, merci. Alors, autre chose, donc plus dans l'aspect esthétique, d'une des tendances de l'aménagement aujourd'hui, c'est l'épaisseur du plan de travail. Donc, effectivement, le plan de travail est un choix important dans la cuisine, donc pour des raisons techniques également, de résistance, etc., d'esthétique, de graphisme, de couleur, mais également va avoir un fort impact visuel en fonction de l'épaisseur visible du plan de travail. Donc effectivement, traditionnellement, on avait beaucoup de plans de travail en pierre, voire en granit, qui reste quand même une matière forte dans les plans de travail, mais qui sont souvent justement très épaisses, qui ont donné une très forte présence et un poids certain visuel et réel dans la cuisine. Et là, de plus en plus, les tendances vont plutôt vers des plans de travail très fins, en tout cas au nez visible très fin, comme ce qu'on peut voir de la belle cuisine pure, cinématique qui se trouve dans le showroom de José, et qui vont donner beaucoup plus de légèreté à l'ensemble de l'îlot ou du linéaire, surtout quand on est dans un ensemble sans poignée où la gorge, donc le profil creux qui se trouve sous le plan de travail, va faire se décaisser, on va dire, sur le plan de travail et qui va donner une fluidité, une légèreté à l'ensemble. Donc, avant de vous montrer quelques exemples visuels où je vais partager mon écran pour vous montrer un ou deux petits zooms de photos de différentes combinaisons, José va pouvoir aussi effectivement vous dire ce qui se passe au niveau des plans de travail, par exemple aujourd'hui, quelles sont les tendances. Alors oui, les tendances aujourd'hui, c'est celles qui sont derrière moi, donc sur le modèle SLX de chez Simatic. En fait, ce sont des plans de travail qui sont en 12 mm d'épaisseur. Traditionnellement, comme tu le disais, Raphaël, en fait, les plans de travail en pierre étaient généralement en 30 mm d'épaisseur, donc ce qui donnait un aspect assez grossier et assez épais au niveau de la finition du produit. Là, en fait, on part à l'opposé. Alors, c'est un modèle derrière moi qui est avec une gorge, et si l'on veut faire ressortir cette gorge, évidemment, on va affiner au maximum ce plateau. Alors, si l'on l'affine, évidemment aussi, il va falloir partir sur des matériaux très résistants parce que, évidemment, qui vont avoir normalement moins de résistance qu'un 30 mm. Donc là, nous allons partir sur des céramiques qui vont vous donner, vous ferez ce que vous voulez dessus. Vous poserez des choses chaudes, brûlantes, vous découperez, vous ferez ce que vous avez envie, mais c'est un plan de travail qui ne bougera jamais. Ça, c'est pour l'aspect fonctionnel. Pour l'aspect visuel, évidemment, en travaillant avec cette finesse de 12 mm, vous mettrez bien plus en valeur le profil passe-main du mobilier et vous lui donnerez bien évidemment aussi un côté beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger. C'est ce que tu soulignais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, oui, on travaille beaucoup de plans de travail très très fins comme celui-ci. Voilà, et on peut même aller dans certaines combinaisons techniques ou de structures ensuite qui vont rigidifier un plan de travail plus fin, jusqu'à même 6 mm dans certaines matières. Mais par contre, effectivement, comme je vous ai dit, il faut ensuite trouver des systèmes techniques qui vont contreventer et rigidifier par-dessous le plan de travail pour éviter effectivement que si on pose des choses lourdes, qu'on s'assoit sur le bord du plan de travail, etc., qu'on ait cette résistance dessous. Alors, je vais vous montrer, je vais partager mon écran quelques instants avec vous pour vous montrer donc deux petites visuels de... Alors, voilà. Donc ici, on voit en zoom ce qui se passe pour la cuisine SLX de José également, dans une autre finition, mais on voit ici où le plan de travail est encore plus fin et où la gorge, donc, par lequel on va attraper les façades pour les ouvrir en dessous, prend d'autant plus d'ampleur et de luxe. Justement, là, Raphaël, là, c'est vraiment l'illustration de ce que l'on disait tout à l'heure. Cette cuisine ne ressemble plus du tout à une cuisine. En fait, ces pièces, on les ouvre sur les pièces de vie, et là, on voit bien que le fabricant essaye de faire le maximum pour que ça soit plutôt un meuble et non pas une cuisine. On enlève tous les codes de la cuisine. Et là, on en a le détail vraiment précis, un plan de travail très fin, une gorge très travaillée, un profil passe-main, une porte aussi, qu'on verra plus tard, mais qui est vraiment travaillée. Ça n'a plus rien du tout à voir avec une cuisine traditionnelle, mais plus du tout. Tout à fait. Et alors là, par exemple, on a deux autres exemples. Sur la gauche de l'écran, on a une cuisine qui n'est
qui n'a pas de gorge, donc où les façades sont en ouverture, ce qu'on appelle pousse-lâche, donc c'est effectivement par une pression de la main, il y a des ressorts mécaniques ou électroniques qui vont pousser le tiroir ou le coulissant, et où on va retrouver cette finesse du plan de travail, même sur les retombées de joues latérales, et qui vont reprendre effectivement cette finesse ici du cadre de la façade, et qui va donner vraiment une sophistication à l'ensemble. Et effectivement, on retrouve sur la partie droite de l'écran un autre îlot sur le même principe de la gorge biseautée, avec un ton sur ton entre le plan de travail et la façade, qui vont créer ce creux d'ombre ou de lignes de lumière, après qu'on vient rajouter, qui va donner un graphisme très contemporain. Alors ensuite, il y a effectivement, comme José vous disait tout à l'heure, une fonction grandissante qui est demandée dans nos cuisines actuelles, dans les projets, qui est le besoin d'une table. Alors, une table, oui, mais pourquoi faire? Effectivement, comme José disait, ces cuisines à vivre, elles s'ouvrent sur la pièce à vivre, on y fait de multiples activités, donc bien sûr, on va manger éventuellement sur une table, ou snacker, ce qu'on appelle snacker, donc effectivement, donc on peut manger ou snacker plutôt en hauteur, ou en partie plus hauteur traditionnelle de table. Et donc ces plateaux vont avoir de multiples façons de s'agencer dans la cuisine, donc sur l'îlot, autour de l'îlot, séparés de l'îlot, pour bien sûr manger, préparer, prendre l'apéritif, prendre un café, mais également intégrer au fur et à mesure du temps des fonctions complémentaires, comme effectivement même travailler, puisque le travail à domicile a pris de plus en plus de place ces dernières années, et il faut qu'on s'installe aussi dans sa maison pour pouvoir travailler, et on s'installe là où on est bien, où on trouve où l'ambiance est sympa, où c'est beau, et de ce fait, on peut très bien s'installer dans sa cuisine. Toutefois, il faut avoir les moyens de pouvoir brancher ces appareils électroniques si jamais on travaille là, ou aussi on peut accueillir ces enfants qui font les devoirs et qui vont dessiner ou jouer attabler autour dans cette pièce à vivre qu'est la cuisine, et qui va mélanger les fonctions au fur et à mesure. Donc, bien évidemment, ça va demander au fur et à mesure aussi, ça va se poser des questions sur quelles sont les hauteurs, les profondeurs d'utilisation de ces plateaux, en fonction de l'utilité qu'on va avoir, et quelles sont les fonctions annexes qu'on va vouloir y aménager, comme des petits rangements complémentaires, des branchements électriques complémentaires, voire des branchements de prises USB complémentaires pour charger les différents smartphones ou ordinateurs dont on peut avoir besoin en complément. José, est-ce que tu confirmes cette tendance de manger dans la cuisine et de plateau ou de comptoir? C'est une évidence, hein. Je ne rencontre personne qui ne souhaite pas déjeuner ou dîner dans sa cuisine. Mais c'est comme on le disait tout à l'heure, déjeuner ou dîner dans sa cuisine, alors c'est pas le midi, c'est certainement pas le midi parce on court tous. Donc, mais c'est le matin au petit déjeuner, de pouvoir discuter avec les enfants, même si c'est que 5 minutes, mais de pouvoir être ensemble. Et puis le soir de se retrouver, et puis de pouvoir vraiment échanger sur la journée que l'on a passée. Alors, il est vrai que si on souhaite un plan repas pour y passer que quelques minutes, le plan snack, qui est un plan qui est plutôt horizontal, je ne sais pas si vous le voyez derrière. Hop là, je vais tourner juste un peu. Voilà, celui qui est à côté des chaises. Bon, là, ça c'est pas un plan déjeuner, c'est juste un plan pour y passer quelques minutes, prendre un petit déjeuner rapide où je rentre le soir assez tard, je me fais un petit morceau sur le pouce et point fini. Puisque là, il y a aucune convivialité avec ce genre de plan-là. Non, non, c'est d'intégrer dans la cuisine un vrai plan repas. C'est quoi un vrai plan repas? Ben, c'est un plan où on va avoir des chaises où on sera bien assis. Et être bien assis, c'est avoir un vrai dossier. Donc, on évitera évidemment tout ce qui est plan comptoir à 1,10 m, puisque là, c'est pas du tout conçu pour ça. Les chaises de ce genre de choses, vous allez retrouver des dossiers qui n'excéderont pas les 10-20 cm, et vos reins ne seront pas bien pris et vous ne serez pas à l'aise. Donc vous ne passerez pas du temps de façon agréable. Non, il faut rester sur des plans à hauteur, plan de travail, donc à hauteur 90, où là vous allez trouver sur le marché des chaises qui sont adaptées à ce genre de choses, avec des vrais dossiers comme une chaise normale. Et là vous serez à l'aise et tout le monde s'y sentira bien. Donc si tout le monde s'y sent bien, que ce soit vos amis
pour le repas d'un soir, que ce soit vos enfants pour se retrouver, pour discuter de ce qui s'est passé dans la journée, eh bien là, tout le monde va être confort. Donc tout le monde va prendre le temps de dîner et prendre le temps d'échanger. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Et puis vous aurez aussi, quand les pièces le permettent, parce que ce n'est pas toujours vrai, eh bien une table, comme tu disais Raphaël tout à l'heure, qui va être indépendante du plan îlot et de l'aménagement technique de cette pièce-là. Une table indépendante à côté où là on va retrouver des hauteurs un petit peu plus classiques, avec des formats un petit peu plus classiques, mais on va surtout s'amuser avec la matière en fait. Hein. Mais oui, là il nous faut encore un peu plus d'aisance au niveau de la surface de la pièce. Voilà. Alors, pour illustrer un petit peu tout ceci, je vais vous partager à nouveau mon, quelques images, d'autres possibilités. On va juste attendre que ça charge. Voilà. Alors, je veux bien venir compléter. Hop. Je vais y aller. Alors, petit pouce. Alors, je vais juste repartager, relancer mon partage. Alors, pourquoi ne veut-il plus passer? Les joies de l'informatique, Raphaël. Oui, voilà, les aléas de l'informatique. Et là, on a déjà un exemple. Ah oui, bien. Alors, on va passer sur autre chose. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, par exemple, ici, on a un plan snack à nouveau qui est centré ici sur l'îlot et non pas en décalage sur une extrémité de l'îlot et qui est ici dans une forme plus ovoïde, donc qui donne aussi un graphisme différent, mais on est effectivement sur une même hauteur, c'est-à-dire 95 cm à peu près. Oui, mais là, on est sur ce que tu nous montrais là tout à l'heure. Là, on est vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur un plan, vous allez manger les uns à côté des autres. Donc ça, c'est vraiment le type de plan repas pour un moment, mais très rapide. Hein, Sur le pouce. Voilà. sur le pouce, puisque imaginons que l'on se mette à 3 ou 4 ici, entre le premier et la dernière personne, vous n'allez pas me dire que ça va être convivial pour essayer d'échanger. C'est pas possible. Donc là, c'est vraiment manger sur le pouce. C'est visuellement très agréable. En termes de fonctionnalité, j'en suis pas convaincu. On peut aussi avoir ici, par exemple, graphiquement, on a une autre solution qui est toujours la même chose. Les gens sont assis du côté salon de l'îlot, en face de la personne éventuellement qui prépare le repas. Et ici, graphiquement, le plan de travail est divisé en 2 épaisseurs et fait comme un effet traversant sur l'îlot, mais toujours à une hauteur intermédiaire plutôt haute, qui en fait également soit un espace sur lequel on peut se poser pour aider à la préparation, soit juste vraiment un accompagnement ponctuel. On peut toutefois avoir, tout en restant sur une hauteur plutôt voilà, au-dessus d'une table conventionnelle, avoir une table en épi par rapport à l'îlot et qui permettent de s'asseoir ici en face à face. Alors ici, effectivement, ce sont des tabourets, donc on n'a pas de dossier, c'est moins confort, mais on peut aussi ici trouver des solutions, si l'espace le permet, pour pouvoir connecter la partie dîner à l'îlot, mais dans un sens différent.
Alors ça, Raphaël, ce plan repas, parfait. Si on veut vraiment passer du temps ensemble, on le voit bien, si on se met les uns en face des autres, il va vraiment y avoir un échange, on va vraiment pouvoir passer un bon moment. Bon, cette photo, par contre, est complètement, est très mauvaise au niveau des assises. C'est surtout pas ce genre d'assises qu'il faut prévoir. De véritables chaises existent avec de vrais dossiers pour être confortablement assis, mais certainement pas ce genre de choses qui est totalement inconfortable. N'oublions pas quand même aussi que ce genre de hauteur de table nous donne quand même une double fonction. Une fonction table, certes, mais aussi une extension de son plan de travail en termes de technicité. Avec mes courses, et là, je peux faire quoi? Ben, je peux poser tous mes cabas et puis après distribuer dans les différents rangements. N'oublions pas ça aussi, hein. Ça peut être aussi quand on reçoit, lors des fêtes de fin d'année, on reçoit beaucoup de monde dans la pièce cuisine. Là, ça peut être aussi une préparation assiette complémentaire. Ça peut être une préparation complémentaire avec les enfants ou des amis. Voilà. C'est-à-dire qu'on est tous dans cette pièce-là, mais on ne se gêne pas. Chacun est à sa place. Et c'est ce qui donne je dirais, ce côté confort et ce côté on se sent bien. Tout à fait, il y a une convivialité dans le positionnement, l'organisation des fonctions. Des choses simples, restons sur les choses simples. Ici, vous avez effectivement un îlot où, sur la partie droite, il y a un porte-à-faux, un déporté, qui permet de s'asseoir en L, c'est-à-dire non plus côte-côte, mais un sur la partie côté et un sur la tranche de l'îlot, qui permet d'avoir quand même un petit coin un peu plus intime de proximité, non plus voilà, côte-côte comme, comme sur un petit snack, mais effectivement de voir une extension de l'îlot dans la longueur. Donc effectivement qu'on peut aussi avoir comme espace de préparation ou d'assises complémentaires. Après, on peut effectivement trouver des solutions de table qui ici sont à hauteur de table traditionnelle, donc 70-75 cm, et qui se trouvent également donc enchâssées dans l'îlot, mais donc en perpendiculaire, qui permet tout à la fois d'avoir une table standard, on va dire, et de pouvoir s'asseoir en face à face. N'oublions pas quand même que la table standard, elle n'a rien de négatif, hein. Bien au contraire, hein. C'est pas parce qu'elle est standard, qu'elle est à hauteur standard, qu'elle n'est pas confortable. Bien au contraire, hein. Faut pas que, parce qu'on le voit bien, c'est une hauteur classique, mais dans une ambiance qui est très contemporaine, hein. Il suffit de bien jouer avec les matériaux et les formes, hein. C'est tout, hein. Tout à fait. Standard ne veut pas forcément dire basique dans le sens négatif du terme. Après, on peut avoir des organisations d'espace un peu plus décalées ou un petit peu plus différentes, comme ici, par exemple, où on a un îlot en L, mais en L inversé, où une partie de l'îlot est donc sur la partie côté salon est fixé un long comptoir, mais par contre en position plus basse, dans lequel il y a une petite remontée comme une mini crédence, sur lequel vous avez enchâssé justement un bloc prise électrique qui permet justement de se poser avec sa tablette ou son ordinateur et de vivre dans cette pièce à vivre, puisque voilà, la cuisine reste une pièce à vivre. Donc, José, un complément de Comment? réaction? Oui, non, avant de passer au sujet supplémentaire. Oui, mais là, on est plus dans. Je vais t'enquiquiner encore un petit peu, mais là, on est plus dans la fonction. Tu parlais tout à l'heure en introduction qu'une table pouvait servir bon, pour déjeuner, pour cuisiner, mais aussi, par tout ce qu'on vit depuis un an, de zone de travail. Là, je crois qu'on est plus dans une zone où je pose un ordi et je travaille un petit peu, où je me détends sur un ordinateur, que de plan repas, hein, proprement dit. Tout à fait. Par rapport, toujours la même chose par rapport au réseau que je vous ai donné tout à l'heure. Là, si on est toute une famille, il y a vraiment aucune convivialité, quoi. Donc surtout pas. L'îlot est intéressant de par son L inversé, c'est une solution qui est très intéressante, ça. Mais la fonction de cette table, c'est plutôt une fonction bureau, hein, si on veut. Tout à fait. Et ça peut éventuellement. Rapide, mais pas, je passe 3/4 d'heure là-dessus, c'est pas vrai. Hein, mais ça peut être effectivement que pendant qu'un des parents prépare le dîner, les enfants puissent effectivement s'attabler là et finir leur devoir. Ok, ça c'est parfait. Donc c'est vraiment plus une zone de travail quand même.
Alors ensuite, effectivement, si on part sur un autre vraiment élément très porteur ces derniers temps et qui prend de plus en plus d'ampleur dans les nouveautés design et les tendances design, ce sont les vitrines. Alors les vitrines, effectivement, c'est un vrai coup de cœur dans les tendances actuelles intégrées dans les univers cuisine, des aménagements de cuisine. Pourquoi? Déjà parce que c'est beau, une vitrine, voilà, c'est luxueux, c'est élégant. Architecturalement, ça crée des ruptures en creux dans les aménagements, donc des profondeurs, bien sûr des transparences, puisque la vitrine, c'est avec une vitre, en tout cas au moins translucide. Et du coup, ça permet de voir des jolis objets, donc de pouvoir montrer ces jolis objets, que ça, malgré tout, ça les protège et de la poussière et de la casse éventuelle, des chocs. Euh, et puis, ça en fait vraiment un élément transitoire entre la partie fonctionnelle de la cuisine et la partie vraiment pièce à vivre, salon, etc. Ça sert vraiment d'élément de transition, on va dire, dans cette pièce à vivre que la cuisine devient un élément vraiment d'architecture d'intérieur. José, un commentaire Oui, à ce on sujet? disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, ces vitrines, nous sommes dans des pièces à vivre, donc dans des cuisines qui se transforment en pièces à vivre. Donc en fait, ces vitrines vont nous aider à faire cette jonction entre cette pièce technique qui est la cuisine et puis ma pièce détente qui est de l'autre côté, qui peut être un salon, qui peut être un séjour, peu importe. Et donc là, celles qui sont derrière moi ont été intégrées dans des structures pour donner l'impression qu'elles ont été intégrées dans les murs, mais elles peuvent être aussi gérées en séparation, comme un mur. Et vous les mettez en milieu de pièce, entre une cuisine et un séjour. Vous les mettez translucides des deux côtés, c'est-à-dire que la lumière soit transversale, vitrine des deux côtés. C'est juste magnifique, quoi. En fait, cet élément-là n'a plus l'impression d'exister de par le côté miroir, le côté vert, le côté miroir, ce qu'on peut se mesurer de plein de façons, l'éclairage diffus qui va être à l'intérieur, parce qu'évidemment, ça va être un éclairage qui va être très très discret. Et on a tout de suite un élément très très décoratif, mais qui va juste me servir de jonction entre cette pièce technique et cette pièce détente. Ça peut être très très amusant. Oui, au contraire, oui. Donc effectivement, en plus du type de vitrine qu'on peut apercevoir en tout cas dans la cuisine thématique derrière José, qui sont des grandes armoires vitrées, je vais partager à nouveau, si la technique le veut bien, euh, donc d'autres idées de vitrines. Alors, voilà. Donc, qui peuvent être également des grandes vitrines verticales, donc toute hauteur, dans différentes finitions, ou des superpositions d'éléments vitrés avec des cadres qui sont également complètement enchâssés dans le mur de la pièce, donc qui en font un élément vraiment presque déconnecté de la partie fonctionnelle de la cuisine, mais qui fait un lien visuel avec les matériaux et les couleurs qu'on va utiliser dans la cuisine autrement. Ou on peut avoir aussi des vitrines effectivement moins hautes qui permettent effectivement soit d'être transparentes également sur les parties latérales, qui donnent effectivement quelque chose de moins cloisonné, de moins dur, parce qu'effectivement la lumière va circuler latéralement également. Alors, chose intéressante sur celle-ci, c'est que, comme tu disais, Raphaël, elle peut être très visuelle, très bien, superbe, mais aussi très fonctionnelle. En même temps, c'est pas, en fait, on décide, tout le monde va décider ce qu'ils vont faire, puisqu'à l'intérieur, on va y retrouver des rangements. En fait, ce sont des rangements, des grands tiroirs, alors petits ou un peu plus grands, pour y ranger de la vaisselle, pour y ranger de l'alimentaire, mais on peut lui donner un aspect très très, très architectural, comme tu le disais, très visuel, avec les éclairages, avec le côté vitré, mais aussi très fonctionnel à l'intérieur. On n'oublie pas qu'il faut quand même que ça reste une cuisine avec du rangement. Et là, on a les deux. Hein, bravo. Et donc après, effectivement, même si on a tendance à dire que les meubles hauts sont un peu moins fréquents, on peut justement donner, grâce à une partie vitrée dans les meubles hauts, quelque chose de plus léger, de plus design, de plus graphique aussi, et de plus déco, en y mettant justement des jolis objets dans des vitrines accrochées au mur et qui vont du coup un peu moins être pesants visuellement avec des façades opaques, comme ici. Ou également profiter d'une partie basse pour les intégrer dans un îlot ou dans un élément en épi comme ici,
pour donner effectivement plus de légèreté également en donnant en creux en partie basse. Et puis en plus, là ici sur la partie extérieure de l'îlot, ça permet de mettre par exemple les verres pour l'apéritif par exemple et de faire cette connexion avec le salon, avec une partie de la vaisselle. Alors, ce qui est intéressant sur la photo de gauche, ça c'est splendide, hein, celle de gauche elle est vraiment splendide. Cette vitrine-là, en fait, vous n'êtes plus sur un verre classique, on est sur un verre avec un fond. En fait, c'est un fond avec des lignes métalliques qui sont dans le sens vertical, et ça permet juste je dirais, d'assombrir un petit peu ce qu'il y a derrière, et on devine ce qu'il y a derrière, mais on n'a pas un visu. On n'a pas un visuel comme sur la photo de droite où on voit parfaitement ce qui se passe. Donc il y a un côté rangement et puis un côté toujours très déco. Hein, ça c'est splendide. Hein. Ça c'est juste splendide. J'avoue, bravo. Et ensuite, ces vitrines peuvent être aussi répétées ou utilisées dans une partie semi-salon ou transitoire, comme étant presque un buffet vitré finalement, et être utilisées un peu déconnectées des meubles de cuisine à proprement parler, qu'elles soient sur un pied ou posées sur un petit socle légèrement surélevé, comme ici. Donc vraiment, les vitrines sont un des points clés qu'on va retrouver de plus en plus cette année en tout cas, et qui a commencé déjà il y a quelques mois à apparaître vraiment dans l'aménagement des cuisines. Alors, effectivement, après avoir parlé des meubles, des fonctions qui sont les grandes tendances de cette année, on va parler couleurs et matières. Alors ça, c'est effectivement un point clé hein, quand on parle des tendances, c'est couleurs et matières. Alors, il ne faut pas se cacher, le blanc reste la couleur vendue, tout niveau de gamme de cuisine confondu, mais d'autres couleurs ou d'autres combinaisons de couleurs prennent place de manière vraiment bien établie dans les envies et les tendances actuelles quand il s'agit de choisir une cuisine. Donc effectivement, bien sûr, le blanc, ça reste intemporel, universel, c'est symbole d'hygiène, de fraîcheur, ça permet aussi d'augmenter la sensation d'espace, de donner plus de lumière, etc., de réverbérer la lumière. Mais ce qui est aussi important, c'est que la cuisine étant ouverte, il faut que les combinaisons de couleurs et matières soient en phase avec le reste de la pièce à vivre. Et tous nos intérieurs ne sont pas intégralement blancs. Donc effectivement, même si on veut qu'une cuisine reste lumineuse et confortable, on vient intégrer aussi des matériaux et des couleurs qui font partie des grandes tendances d'aménagement intérieur, d'architecture d'intérieur, de salon, de salle à manger, et du coup d'autres harmonies colorées prennent leur place. Donc effectivement, c'est une réflexion globale que l'architecte d'intérieur qui vous accompagne dans le projet de votre cuisine ou de la pièce à vivre en général dans laquelle va être intégrée la cuisine, va pouvoir travailler avec vous et vous proposer en coordonnée et en association avec soit l'aménagement de la pièce à vivre qu'il va construire avec vous, ou soit de se coordonner avec des éléments préexistants que vous voulez conserver pour votre pièce salon, salle à manger. Donc on a une émergence quand même importante des couleurs sombres, donc des couleurs sombres et plutôt chaudes, donc qui vont bien sûr du noir, les cuisines noires sont quand même relativement présentes, mais qui peuvent être aussi des dégradés de brun ou de gris, qui vont être quand même plutôt synonymes d'élégance, alors un peu plus masculine sans aucun doute, mais plutôt aussi vers les tendances mat, hein, on va quand même plutôt avoir une forte présence des teintes mates et qui peuvent être associées tout à la fois en lac, mais aussi avec des plaquages de bois, donc qui peuvent être soit des plaquages naturels, mais aussi des bois teintés, qui peuvent soit faire presque disparaître le veinage, mais en garder le grain au toucher, ou alors faire apparaître des veinages plus forts, comme du noyer par exemple, qui reste un veinage très fort dans les tendances en déco actuelles et qui du coup prend sa place dans la cuisine également, ou des chênes fumés où le veinage du bois va aussi justement prendre plus de force. Donc effectivement le brillant a moins de présence, même si on en
trouve souvent en combinaison. Donc, on peut faire effectivement des mélanges, des associations, des renvois mat brillants. Mais le brillant reste présent dans les cuisines, souvent par l'intervention d'un élément métallisé, parce qu'on va travailler de plus en plus effectivement les parties métalliques, que ce soit inox, chrome, bronze, les tons, même des métaux teintés noirs, qui vont donner quand même ce côté métallisé et brillance, en fait, qui vont réverbérer la lumière de cette façon. José, est-ce que tu confirmes Oui, quelles tout à sont... fait. En fait, comme vous le voyez derrière, enfin, je ne sais pas si je vais pencher un peu l'ordinateur. Hop là. Donc le surfacé, en fait, c'est un ultramat. Pourquoi l'ultramat? C'est un produit qui va être anti-trace de doigts, tout simplement. Je cuisine, j'ai les mains un peu grasses, j'ai pas envie de passer 2 jours à nettoyer mes meubles de cuisine pour rendre tout ça bien comme ça l'était au départ. Donc en fait, il va falloir que ça soit très pratique à l'utilisation. Donc évidemment, on va essayer d'éviter les brillants. Alors le brillant n'est pas compliqué à nettoyer. Parce qu'en fait, c'est ultra lisse, c'est facile à nettoyer, mais vous allez faire que ça. C'est-à-dire qu'il y a la moindre trace de doigt, même sans avoir les mains grasses, vous allez retrouver des traces. Enfin, on va constamment nettoyer sa cuisine. L'intérêt de l'ultramat est pas le mat. Parce que le mat, ce sont comme les formica qu'avaient nos parents, et pour nettoyer ça, c'était pas facile. Non, ce sont des ultramats qui sont traités, et vous n'avez même avec les mains grasses, vous n'arriverez pas à mettre des traces de doigts dessus. Dans ces qualités, dans ces finitions-là, vous n'y arriverez pas. Donc c'est toujours pour rendre ces meubles très confortables. On veut cuisiner, oui, on veut se faire plaisir, on veut faire plaisir aux autres, mais on n'a pas envie de passer 2 heures à nettoyer tout ça derrière. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille avec beaucoup de ces couleurs-là, de ces finitions-là. En couleur, Raphaël, tu as raison, euh, on ne fait pas que le blanc, mais attention quand on parle de blanc, parce que les blancs d'architecte, donc avec beaucoup de bleu à l'intérieur, on n'en travaille que très peu, puisque ça vous donne des blancs très très froids. Non, on va travailler des blancs très très chauds, comme les blancs Lotus, oui, hein, ce sont des blancs qui vont être, où on va se sentir bien à l'intérieur. Généralement, on va les associer encore avec une autre teinte si on a envie, si la pièce nous le permet, si l'espace nous le permet, mais ces blancs sont importants. Et comme tu disais très justement tout à l'heure, c'est totalement à l'opposé. On va travailler des bruns mat, on va travailler des noirs mat, on va travailler des gris mat, comme des gris pierres comme vous les avez derrière, comme vous les avez derrière moi. Mais ça restera toujours, comme le blanc, des couleurs très chaudes. On va toujours travailler dans des couleurs où, enfin, qui vont pas donner un côté froid à tout ça, qui vont pas donner un côté un petit peu insipide et sans saveur. Non, on va travailler sur des couleurs, on va être bien à l'intérieur. Alors, la tendance aussi actuelle, bon, vous pourrez trouver des contre-exemples, hein, mais globalement, la tendance est de travailler des façades verticales d'une teinte et de travailler les plans de travail dans des teintes qui déclinent, hein, et surtout pas dans des oppositions. Voilà, hein, ça c'est la tendance. Derrière moi, vous avez le contraire, hein, c'est-à-dire que vous avez un gris pierre avec un plan derrière qui va être dans des blancs très chauds avec des petites choses de bois à l'intérieur. Mais globalement, on va travailler sur des tons sur tons. Pourquoi? C'est pas un effet de mode, c'est logique tout ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut absolument enlever tous les codes de la cuisine, buffet de cuisine. On veut que ça soit un meuble, on veut que ça soit lié au salon, lié au séjour. Donc c'est pour cela en fait, hein. Donc on veut enlever en fait ces différences de couleurs entre les façades et les plans de travail uniquement pour ces raisons-là. Et on le verra plus tard avec l'électroménager, c'est pareil. On veut enlever tous ces codes de haute qui se voient, d'évier qui se voient, enfin, de plans de cuisson qui se voient. On y reviendra tout à l'heure. Alors, effectivement, je vais continuer à partager avec vous deux, trois petites images qui vous permettront de montrer d'autres univers et d'autres coordonnées. Donc ici, par exemple, on va regrouper à peu près tous les Non, vite, ça. éléments très voilà, incontournables des grandes tendances, qui est les vitrines. Donc on voit bien, hein, les vitrines qui sont ici mis en claustras entre vraiment la partie salle à manger et la partie fonctionnelle de l'usine, de la cuisine. Un mélange entre des armoires très lisses en gris anthracite, voire noir, ultra mat, et un îlot très minimaliste au plaquage de bois, au veinage marqué, dont on vient faire le lien avec la table à manger qui se trouve donc de l'autre côté en diagonale. Donc ici, effectivement, on a ces associations métal noir mat du cadre de la vitrine, le
la couleur foncée, chaleureuse mat, et le bois. Et tout ça dans un coordonné de pièce à vivre global. Tu vois, Raphaël, là en fait, là c'est vraiment l'illustration de ce que l'on dit depuis une petite demi-heure. Là, on a tout. Hein, c'est-à-dire que on est surtout pas dans une cuisine. Surtout pas. On a cette liaison avec les vitrines qui sont bien intégrées avec, on voit bien devant, là, en gros plan, l'espace séjour, mon petit coin salon de l'autre côté. Souvent, on me pose la question, oui, mais il me faut des pièces gigantesques pour ça. Là, on a la preuve que non, pas du tout, puisque si on consacre l'espace juste technique cuisine, il n'est pas si énorme que ça, le salon non plus. Mais c'est l'association des bons matériaux, des bons éclairages au bon moment, des belles matières c'est tout cela qui va donner en fait cette impression-là, et qui va nous donner ce visuel juste splendide. Alors après, effectivement, ici, on a des combinaisons plus classiques, entre guillemets, de choses plutôt monochromes, comme disait José, donc qui vont soit venir surtout ici dans ces deux photos qui sont dans des représentations d'architecture haussmannienne traditionnelle, justement être extrêmement minimalistes, monochromes, monoblocs, qui vont se mettre en valeur l'un l'autre. Hein. On va avoir ce beau meuble minimaliste très bien structuré, très bien équilibré, et qui va laisser vivre toutes ces moulures haussmanniennes autour, avec un parquet également en marqueterie, à chevron ou très travaillé avec un graphisme particulier. Et du coup, tout ça ne va pas se tuer en designement parlant. Donc ici, dans des tons noirs ou bruns, chauds, terre. Mais effectivement, on peut très bien avoir des plus blancs, donc avec bien sûr des éléments de liaison annexes, que ce soit effectivement le parquet à chevron dans un cas ou le bardage arrière du mur qui va donner une chaleur aussi en apportant ce bois chaud et ces pénages qu'on peut effectivement retrouver en petites touches dans les tiroirs de la vitrine centrée. Et on peut marier également avec du bois plus foncé et effectivement un îlot blanc qui reste ici complètement intemporel et qui, malgré tout, du fait de son grand panotage de bois foncé, vient casser le côté un petit peu froid de cet îlot monochrome blanc. Et là, on est sur une autre version encore à faire entre la jonction d'une cuisine et puis une pièce détente. En fait, une pièce technique qui est ici, puis la pièce technique et la pièce détente qui est de l'autre côté. On a abandonné les vitrines, on est parti sur le principe d'un living de l'autre côté. Et la jonction se fait parfaitement bien, mais parfaitement bien. Et effectivement, ici aussi, une combinaison de bois teinté noir, où on aperçoit la texture du bois, mais qui n'a pas ce veinage très visible, et cette combinaison de couleurs un peu terre, un peu taupe, un peu gris chaud, qui va faire cette liaison très, très subtile entre le vêtement mural, le graphisme de la suspension, etc. Ou effectivement, ici, pareil, un ensemble très sombre, mais souligné par une ligne métallisée bronze doré de la gorge qui vient justement donner un peu de vibration à l'ensemble et qui vient aussi faire la transition avec la crédence veinée à l'arrière-plan qui va donner un peu de vie à tout ça et un peu de lignes un peu plus souples. Et effectivement, ici, une cuisine tout à la fois minimaliste, mais où on va marier ce veinage en fil continu sur l'ensemble des façades qui va donner cette chaleur à l'ensemble, même si on a une architecture extrêmement contemporaine de la maison, avec un mural en pierre justement majestueux, mais qui du coup est bien souligné par cette symétrie de cette cuisine en plaquage. J'aimerais juste attirer sur un petit détail, mais c'est ça qui fait je crois, le luxe d'une finition. Le veinage, vous avez remarqué, mais c'est ce qui donne cette jolie finition. C'est ce veinage qui suit sur chaque porte, sur chaque façade, vous retrouvez la même veine de bois. Ça part pas dans tous les sens. C'est comme tu l'as dit, c'est l'architecture de cette cuisine, cette sobriété qui la rend très belle, mais c'est aussi ce détail de finition qui fait que c'est cet ensemble-là qui fait que c'est joli. Hein, c'est pas seulement que du bois,
C'est pas seulement qu'un appareil. Enfin, bravo, non, non, belle finition. Voilà, donc là, on revient sur un autre angle qu'on voit de la première cuisine, donc avec ces vitrines en claustras et cet îlot en plaquage également à ligne verticale qui vient comme un meuble minéral comme ça. Alors effectivement, pour finir cette présentation, il y a aussi une autre chose importante dans les tendances qui reste incontournable, mais qui prend d'autant plus d'importance, c'est la lumière. La lumière dans la cuisine, puisque la lumière, elle a bien sûr une fonction purement utile de pouvoir voir ce qu'on fait, ce qu'on cuisine, etc. Donc, mais il y a aussi toute une partie décorative qui vient faire une liaison aussi architecturale de l'ensemble qui va tout à la fois être dans des lignes architecturales lumineuses, comme effectivement derrière toi, José, la gorge lumineuse de l'îlot ou des armoires en ligne verticale, mais aussi des spots lumineux dans les vitrines qui viennent faire circuler des points de lumière qu'on va pouvoir aussi tamiser en couleurs de lumière plutôt chaude ou plutôt froide en fonction des combinaisons de couleurs qu'on va choisir, mais effectivement qui va être agrémenté d'une étude aussi de suspension de luminaires décoratifs qui sont vraiment importants puisque, comme depuis tout à l'heure on le dit, la cuisine est une pièce à vivre, elle est une pièce d'architecture d'intérieur, elle s'imprègne et elle vient se mélanger à toutes les tendances et les clins d'œil et les touches déco et design d'aujourd'hui. Donc, entre autres, les luminaires prennent leur importance. Alors oui, les luminaires prennent leur importance, mais en fait, il faut bien comprendre que dans une pièce cuisine, ouverte sur une pièce de vie, on va globalement générer trois types d'éclairage. Tu en as parlé, des suspensions, et on doit aller bien au-delà de ça. Les suspensions pour éclairer quelque chose de précis, ça peut être un plan repas, ça peut être un plan de travail, mais c'est aussi quand on travaille avec un îlot, bien éclairer mes zones de circulation, puisque vous le voyez derrière moi, entre les armoires et puis mon îlot, eh bien, j'ai un espace évidemment de circulation. Je dois indépendamment travailler cet espace de circulation et indépendamment travailler mon éclairage sur ma zone de travail. Et on ne le voit pas là, mais sur ma zone lavage qui est tout au fond de l'autre côté, les zones doivent être bien définies. Si je veux éclairer ma zone technique, je n'ai pas besoin d'éclairer ma zone de circulation. Donc ça paraît simple, mais ce sont des choses qu'il faut bien étudier au départ. Ça n'est pas compliqué, mais il faut bien les étudier. Et comme tu l'as très justement dit aussi, vous avez des éclairages, allez, on va dire qu'ils ne servent à rien, non, des éclairages d'ambiance, juste pour donner à cet espace cuisine un aspect tamisé, un aspect confiné. Voilà. Ce ne sont pas des éclairages qui vont m'aider à cuisiner, ce sont des éclairages qui vont m'aider à être bien dans la pièce. Voilà. Donc, les éclairages, les suspensions, les éclairages des zones de passage et de circulation, et puis les éclairages d'ambiance. Voilà. Et en travaillant bien ce genre de choses, on peut donner à une cuisine un aspect totalement différent, tant visuellement qu'à l'utilisation. Donc, à travailler ce genre de choses. Merci. Alors, avant d'ouvrir aux éventuelles questions et de vos questions, en tout cas, petit également annexe sur les tendances également dans la cuisine. Il y a effectivement d'autres composants qui sont importants. Ce sont les pièces d'électroménager. Donc, effectivement, ça fait partie aussi, ça doit jouer avec les tendances, ça doit s'intégrer dans les nouvelles tendances. Et c'est vrai que les marques d'électroménager haut de gamme sont tout à fait aussi à l'écoute et propose des solutions qui viennent se fondre et participer à ces univers haut de gamme très design. Donc, de plus en plus de fonctions sont intégrées, intégrables, minimalistes, à fleurs, presque disparaissent et de manière humble dans l'univers de la cuisine tout en gardant leur fonctionnalité et de temps en temps, malgré tout, en ressortant des petites signatures design très particulières. Oui, très juste, Raphaël. En termes d'électroménager, alors évidemment, l'électroménager va être adapté. Bon, les marques ont une importance, certes, mais l'électroménager va être adapté
en fonction de ce que je veux faire dans la cuisine, en fonction de ce que je veux cuisiner, je suis un chef cuisinier, évidemment que je vais pas prendre le même électroménager que si je fais un poulet au four une fois par mois. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Donc, évidemment, avec une cuisine comme celle que j'ai derrière en cinématique, avec ce détail de finition, ce détail d'aménagement intérieur, il n'y a pas 50 marques qui vont aller dans ce type de produit, ça me paraît évident. Oui, ça te fait sourire, mais c'est vrai. Il va falloir des marques ou des marques qui aillent dans le même détail de finition. Bon, là, c'est Gagno qui a été choisi parce que pour moi, enfin, ça ne me concerne que moi, c'est une marque qui va dans un détail, qui va vraiment dans le même détail que vous en termes de fabrication. Là, j'ai vraiment ce que je veux. Là, j'ai vraiment aussi ce que mes clients attendent. Des choses aussi, tu l'as dit, qu'il fallait qu'ils sortent de l'ordinaire en termes de finition. Ça, on ne va pas faire ça aujourd'hui, mais ça sort du détail. Voilà. On va vraiment dans le détail. Merci José, en tout cas, de toute cette expérience, cette passion voilà, et tout ce service que ton showroom Idécréa s'est apporté à tes clients à Rennes et dans toute la Bretagne, voilà, tout client qui a envie de venir profiter de ton expérience à toi et à ton équipe. Donc maintenant, si vous avez des questions sur la partie donc chat, vous pouvez bien sûr soit l'écrire, soit prendre la parole si vous avez envie de partager quelques commentaires ou avoir une réponse en direct. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Je vois déjà qu'on a une question. Quelle option pour évier et robinetterie? Quelles sont les tendances? Alors, les tendances aujourd'hui en évier, alors, les tendances en évier, c'est quoi? Ça va dépendre, ces tendances dépendent de la matière en plan de travail que l'on va choisir, enfin que vous allez choisir. Aujourd'hui, avec Raphaël, évidemment, avec ces détails de finition, ces gammes de finition, il n'est pas question de mettre un plan de travail en stratifié sur cette finition de cuisine. Donc, on va utiliser beaucoup de pierres. Des pierres, vous en avez beaucoup. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'évidemment, que vous n'utiliserez pas le même type d'évier suivant le fait que vous preniez un plan de travail en stratifié ou un plan de travail en pierre, quelle qu'elle soit. Donc, aujourd'hui, on utilise, dans ces finitions-là, on utilise 99%, pour ne pas dire 100% de plans de travail en pierre. Donc, ce qui veut dire que ça va nous permettre de le dissimuler complètement notre évier. Des grandes solutions, les grandes tendances, c'est quoi? C'est évidemment un collage par-dessous. En fait, votre évier, on le colle sous le plan de travail. L'intérêt, c'est que vous n'avez plus les rebords comme un évier classique où il y a toutes les cochonneries qui se mettent, toutes les bactéries qui se mettent, où on nettoie et c'est très compliqué. Non, le collage se fait sous le plan de travail, donc vous n'avez plus ces interstices pour nettoyer. Vous avez un plan de travail totalement lisse. L'évier, on ne le voit plus. Alors, vous avez des solutions en inox, vous avez des solutions en résine et pierre, mais l'idéal, évidemment, c'est de mettre l'évier dans la même finition que le plan de travail. Derrière moi, j'ai un plan de travail en céramique. Eh bien, on prévoit, et là, il est prévu aussi, un évier par-dessous et en céramique aussi. On a l'impression qu'il est dans la masse. Et là, vous n'avez plus aucun entretien. Et vous pouvez laisser aussi couler de l'eau brûlante à l'intérieur. Votre évier ne peut rien lui arriver. Voilà. Donc, si on parle de tendance aujourd'hui, c'est les éviers collés par-dessous, sous les plans de travail, et deux, des éviers qui sont faits dans la même matière que le plan de travail. Ah, puis les robinetteries, j'avais oublié. Les robinets. Alors, les robinets, on va y prévoir souvent des douchettes avec. Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt de prévoir un bac plutôt que deux bacs. Et un bac généralement fait, on ne va pas rentrer en détail, mais fait 34 cm, donc c'est un bac classique. On va plutôt vers des éviers, des cuves d'évier qui sont beaucoup plus grandes. Des éviers qui vont faire entre 40 et 45 cm de largeur. Pourquoi? Parce que si l'on n'a pas envie de mettre une poêle ou un gros faitout dans son lave-vaisselle parce que le lave-vaisselle va être rempli, qu'on ne mettra plus rien à côté, si on veut le nettoyer de façon facile et simple, eh bien, c'est de mettre sa poêle dans la cuve et que quand on la nettoie, eh bien que ça ne tape pas partout sur la
la cuve, ou quand on met un grand faitout, que le faitout ne tape pas partout dans la cuve. Donc si on met une cuve entre 45 et 50 cm, évidemment que ça va nous simplifier la vie. Mais on parlait du robinet. Quelle est la relation? Eh bien, pour nettoyer après une cuve qui fait entre 45 et 50 cm de large, eh bien, il va falloir une douchette. Ça va être bien plus facile que de mettre l'eau dans la main et puis de la jeter partout sur les côtés de la cuve. La cuve étant plus grande, la douchette va m'aider plus facilement à nettoyer ma cuve. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, prévoyez plutôt un robinet avec une douchette pour l'utilisation facile d'une grande cuve. Merci José, y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, je ne vois pas plus de questions sur le chat. Est-ce que quelqu'un voudrait bien prendre la parole pour discuter en direct? Bon, sinon, a priori, on a quelques remarques qui nous remercient de cette présentation et qui nous disent qu'elle était très complète et très inspirante. C'est nous qui vous remercions de votre attention et de votre temps, de votre présence. N'hésitez pas, pour plus d'inspiration, d'aller voir sur le site Simatic ou sur le site d'écrire, ou bien si une question vous vient plus tard, n'hésitez pas de nous contacter, on serait ravis à répondre à toutes vos questions. Et en attendant, je remercie beaucoup Raphaël et José de votre temps, de tous vos conseils. C'était vraiment très intéressant et très, très complet dans le moindre détail. Alors, on souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, prenez soin de vous.